Voilà, maintenant on va se prendre un sujet très explosif que les médias mainstream, bien entendu, mettent sous le tapis. Ils accusent de complotisme, de délire, mais on va en parler nous ce matin sur Toxin. Vous le savez, on ne s'interdit rien. Je vais recevoir Slobodan Despot, qui est journaliste, fondateur du journal suisse L'Antipresse, et il est aussi chroniqueur dans une grosse émission en Suisse sur la RTS, grosse chaîne, et il s'est pris le bec avec une chroniqueuse face à lui. Et c'est pour ça que j'ai appelé Slobodan, parce qu'il nous parle de l'éducation sexuelle, bien entendu. Est-ce que ça implique pour lui, vous allez voir, Slobodan Despot, il n'a pas la langue dans sa poche et je vous invite à l'écouter parce qu'il dit des choses très très fortes. Allez, on enchaîne bien entendu avec l'interview de Slobodan Despot. Allez, merci d'être avec nous ce matin sur Toxin. Et pour cette interview très piquante, je reçois Slobodan Despot. Bonjour Slobodan, comment tu vas? Mais bonjour Nicolas, de mieux en mieux, comme toujours. Ben oui, et alors je t'invite ce matin parce que je voulais te faire réagir sur la séquence. Tu es toi chroniqueur dans une émission, notamment ensuite sur la RTS, et tu as eu une prise de bec, notamment, ou plutôt on t'a pris à partie dans cette émission qui s'appelle Les Beaux Parleurs, notamment sur la question de l'éducation sexuelle, et tu as pris la parole de façon assez intéressante qui porte la contradiction et je voulais réagir là-dessus avec toi, je voulais te faire réagir sur ce sujet-là parce que ça pose de véritables questions et apparemment la chroniqueuse qui était opposée n'était pas du tout d'accord avec toi sur l'éducation sexuelle, sur l'OMS et sur la dérive de la sexualisation des enfants. C'est d'ailleurs toi ce que tu expliques, Slobodan. Attends. Ben oui, d'abord, j'ai oublié mon son, il faut merde. situer un peu le contexte. Les Beaux Parleurs, c'est une émission du dimanche matin très populaire en Suisse, sur la première chaîne. Tu m'entends pas à laquelle je participe depuis le début, depuis 6 ans maintenant, ou 7 ans. Et c'est une émission de débat assez courtoise d'habitude, où on ne se prend pas trop de bec. C'est quand même la Suisse, hein, c'est pas la France. Mais là, évidemment, je sais qu'il y a des sujets qui sont des sujets, comme on dit, sociétaux, qui sont très sensibles. Ouais. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, d'ailleurs, je n'ai pas élevé le ton, j'ai simplement développer quelques arguments fondés sur des faits et des textes officiels sur le problème que pose la sexualisation des enfants, c'est-à-dire l'éducation sexuelle des enfants qui n'ont pas de sexualité. C'est aussi un sujet que nous traitons depuis longtemps chez nous dans l'Antipresse. Il y a beaucoup de sujets chez nous liés d'abord et en premier lieu au trafic des enfants, à la question de la pédophilie. Nous avons rendu compte de documentaires ou de recherches dans d'autres pays, notamment en Pologne. Il y a eu cette année un documentaire scandaleux qui s'appelait Les yeux du diable, qui a levé le voile sur la vente d'enfants, le trafic d'enfants en Pologne. Et donc, pour moi, c'est un sujet de préoccupation constant. Et je me félicite d'ailleurs lâchement de ce que mes enfants ne soient plus mineurs, que je n'ai pas des petits-enfants, que mes enfants soient adultes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je ne saurais pas comment les envoyer à l'école avec les programmes qu'on leur inflige. Et oui, et on arrive au cœur du problème, parce que ici en France, j'imagine que c'est pour toi pareil en Suisse, franchement, oui, dans les grands médias mainstream, quand on commence à aborder ce sujet, on est immédiatement taxé de fake news, de complotisme, de délire. Alors j'ai l'impression qu'on met la poussière sous le tapis, ou du moins on nous interdit la probité d'en parler et de mettre ça en avant. C'est le cas en Suisse aussi, Slobodan, avant de rentrer bien entendu dans ce dossier. Oui, d'ailleurs, ce débat en témoigne, parce que d'un côté, moi, je me suis contenté de me référer d'une part à cette stratégie ou à cette directive publiée par l'OMS qui influence tous les programmes d'éducation sexuelle dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays, qui sont des directives qui font commencer l'éducation sexuelle à l'an zéro, c'est-à-dire qu'il y a des compétences en matière de sexe qui sont attendues des enfants de 0 à 4 ans. Ces programmes, évidemment, la discussion est partie du programme très controversé EVRAS en Belgique. Oui, en Belgique, oui. En Belgique. Mais ces programmes, je veux dire, on peut y lire qu'on encourage la masturbation des enfants. Enfin, ce sont des termes que je n'ai même pas utilisés. Je veux dire, c'est immonde. Donc, pour moi, c'est de la sexualisation des enfants. Et en plus, alors, ce qui est très important, et qu'on essaye, et je pense que c'est ça qui est le cœur du problème, ce qu'on essaie de contourner absolument, c'est la position, le rôle et l'autorité des parents dans cette affaire.
ces programmes sont faits pour contourner, pour d'abord isoler les enfants des parents, pour exclure le contexte familial, et évidemment pour obtenir cet effet, il faut ignorer complètement les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui sont, je le rappelle, au-dessus de ces programmes. Ces programmes n'ont aucune valeur légale. La Convention est contraignante. Et la Convention internationale pour les droits de l'enfant, eh bien, elle stipule l'autorité des parents sur l'éducation, la formation des croyances et de la conscience de leurs enfants. Et là, évidemment, c'est quelque chose qu'on essaie de contourner. Donc, on est en pleine illégalité, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, ça fait grincer les dents. Dire aux gens qui sont les représentants du pédagogisme officiel, qui sont les représentants de la bien-pensance, qui sont dans l'illégalité, et signaler aux familles que d'ailleurs, elles peuvent invoquer la loi pour éviter ces programmes, c'est évidemment un peu gênant. C'est quelque chose que je dis de manière très détendue et très calme, parce que ce sont des faits. C'est effrayant ce que tu dis, parce que quand tu dis effectivement arracher les enfants à l'éducation de leurs parents, à l'éducation, à l'autorité parentale, soyons très précis, moi, ça me fait quand même vaguement penser à des régimes totalitaires, puisque les régimes totalitaires ont toujours fonctionné comme ça, en allant chercher, non mais c'est vrai, en allant chercher finalement, en allant arracher les enfants du cadre familial. Et c'est typique. Moi, je suis venu à cela. Je suis pas psychologue ou pédopsychiatre, mais je me réfère à des psychologues, à des pédopsychiatres comme le docteur Régis Bruno, qui est un grand expert. C'est un expert en cour d'assises sur les crimes sexuels contre les enfants. Je me réfère à Ariane Biran, qui a publié il y a 10 ans la psychopathologie de la pédophilie. Ces gens te disent quand même que la sexualisation des enfants qui n'ont pas de sexualité, je le répète, c'est un marqueur d'agression pédophile. Hein. Les enfants qui sont... Donc, ça les y prépare. Bon, moi, je ne suis pas venu à ça par la psychologie, par l'expérience clinique. Je suis venu par l'expérience totalitaire. Je suis né dans un pays communiste. J'ai été le traducteur de Zinoviev, l'éditeur de nombre de dissidents. J'étudie le phénomène totalitaire depuis toujours. Et je sais, l'embrigadement des enfants, l'arrachement des enfants au milieu familial, c'est le b.a.-ba, c'est une étape fondamentale de la constitution d'une société totalitaire. Remarque, il me semble que chez Platon, c'est déjà là, donc c'est pas nouveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette histoire programme Evras, je crois, en Belgique, parce que c'est le cas où on en parle beaucoup en France, mais on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc immédiatement, on est taxé, ou les gens qui se permettent d'en parler sont taxés de complotisme, de fantaisisme et de délire. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors moi, ce que j'aimerais, ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on a un débat, si on pouvait par exemple organiser un débat avec des détracteurs de ces programmes Evras et d'autres programmes qui existent dans d'autres pays, en Suisse notamment, en interdisant aux défenseurs de ces programmes d'utiliser le mot complotiste et le mot fake news, mais d'argumenter leur position. Ça va être compliqué, Slobodan, ça va être compliqué. Hein, il ne resterait plus rien. Il ne resterait plus rien, parce que de fait, il y a sexualisation des enfants. De fait, on leur parle de choses dont on ne doit pas leur parler, dont on ne leur a jamais parlé dans une société normale et viable. Il y a le fait qu'on arrache les enfants au contexte familial. On les dresse en quelque sorte contre leurs parents qui ne peuvent pas accepter ces choses. Je le répète, si j'avais des enfants d'âge scolaire, je n'accepterais pas qu'on leur enseigne quelque chose qui est totalement contraire à notre tradition, à notre héritage, à notre morale, et même à toute anthropologie saine, anthropologie fondée évidemment sur la famille. Bon, si vous détruisez la famille, ben vous faites la société de Huxley, la société des grandes dystopies, où la famille, enfin le contexte familial est remplacé par des poulaillers où on élève, où on fabrique des enfants. Mais enfin, je veux dire, ça fait partie des programmes. Les gens qui développent aujourd'hui, qui essaient de créer des matrices artificielles pour découpler la reproduction de la vie organique des êtres humains, ben c'est ça qu'ils veulent. Et ce sont des choses qui existent. Je veux dire, c'est pas de la fantaisie ce que je dis là. Et tu disais notamment aussi, cette émission, c'est une réflexion, notamment une déclaration qui a beaucoup fait réagir. Toi, tu disais, je recommande aux familles de porter plainte contre l'école dans le cadre
de cette éducation sexuelle. C'est bien ça, hein, l'idée, ton idée, Slobodan. Ben, dans la mesure où la Constitution et de nouveau la Convention internationale pour les droits des enfants, dont tous nos pays sont signataires, les conventions internationales priment sur le droit national, je le signale. Mais même le droit national, la Constitution suisse reconnaît encore, je veux dire, l'autorité parentale. Ces programmes, ces standards fondés sur les standards, je peux retrouver l'appellation exacte, mais enfin c'est un truc, des standards de l'OMS. Alors l'OMS, qui se fonde, on sait que c'est une institution qui est extrêmement partiale, qui est corrompue, on a vu ces dégâts dans un autre contexte, qui était celui de la pandémie. C'est une institution qui est financée par des gens comme la Fondation Rockefeller ou comme Bill Gates, qui sont des dénatalistes enragés, donc qui n'aiment pas la reproduction normale de l'espèce humaine, et elle émet des standards qui sont destinés aux pédagogues, aux décideurs et, si l'on veut, à la nomenclatura, mais pas aux parents, pas aux familles. Ces prescriptions, je veux dire, les familles, les parents des enfants ne sont même pas censés les voir. Dans le programme EVRAS, on dit, ben oui, les cours liés à ça peuvent arriver à tout moment et on ne prévient pas les familles. Donc les familles n'ont même pas le droit n'ont même pas la possibilité de retenir leur enfant à la maison. Moi, ce que je ferais, je veux dire, ce que je ferais de la guérilla si j'étais encore parent avec des enfants. Je m'efforcerais de savoir quand ça aura lieu, puis évidemment, ils auraient un rhume ou une grippe ce jour-là. Je veux dire, s'il faut maintenir les enfants dans le système tel qu'il est, je ne sais pas si on peut maintenir son enfant dans un système comme celui-là. Je me pose la question. On a quand même l'impression, alors il y a eu effectivement des incidents en Belgique à ce sujet-là. On voit qu'en France, il y a de plus en plus de parents qui en prennent conscience. D'ailleurs, on a les Mamans Louvre, on a SOS Éducation de Sophie Audugé, mais on a quand même une partie des parents aussi qui n'ont pas du tout connaissance de ça. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse ou si c'est le cas en Belgique ou en France, mais il y a manifestement des parents qui n'ont pas du tout vent, et pour en avoir discuté avec les uns et les autres en faisant tout mon travail de journaliste et comme tu le fais aussi, il y a des gens qui me disent mais n'importe quoi, ça n'a rien à faire, mais pas du tout, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc il y a quand même aujourd'hui quand même l'impression qu'il y a une certaine apathie à prendre conscience de ce qui se passe là-dessus sur l'éducation sexuelle. Mais il y a une apathie des gens à prendre conscience de quoi que ce soit. De quoi que ce soit, et en particulier des choses qui déterminent de manière fondamentale les conditions de leur existence. Ils sont au courant des opinions ou des divergences d'opinions des candidats, des élus, des stars, etc. Ils se passionnent pour des débats qui, à mon avis, sont totalement secondaires. L'ensemble des débats politiques est secondaire en regard du fait que, de un, on vous soustrait l'autorité, on vous soustrait à vos enfants, votre autorité parentale est suspendue. De deux, que l'État, avec la crise pandémique que nous avons vécue, avec la dystopie dans laquelle nous sommes entrés à partir de 2020, que l'État s'est octroyé un droit d'accès illimité à votre corps. Le droit d'accès illimité au corps des gens est quelque chose qui est encore un marqueur des régimes totalitaires. Votre corps vous appartient, on vous a persuadé, on a persuadé la multitude, du moins pas moi, hein, mais on a persuadé la multitude que leur corps ne leur appartient pas. Ah ben, vous êtes obligés de faire telle ou telle chose, non pas à cause de vous, mais pour protéger autrui. Donc, ben, ma foi, vous n'êtes plus maître de votre corps. Donc, ça, la fabrique du crétin, comme dirait Jean-Paul Brigelli, c'est-à-dire la déséducation complète, comment dirais-je, la destruction de toute culture, et la destruction, qui à mon avis est encore plus grave, des facultés logiques de pensée qui étaient jadis enseignées même à l'école et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout, bah ça fait une population qui malheureusement, très souvent, est complètement apathique vis-à-vis, de nouveau, je répète, de ce qui détermine les conditions fondamentales de son existence. Il n'y a pas que les impôts, il n'y a pas que la sécu, il n'y a pas que le chômage. Il y a la maîtrise, la souveraineté sur votre corps, sur votre famille, la détermination de votre propre destin. Ça, on y est indifférent, curieusement. Et ce qui m'a frappé dans l'échange que tu as eu, on le rappelle, hein, c'est dans l'émission Les Beaux Parleurs sur RTS, c'est un média suisse, un grand média suisse,
émission C'est la première chaîne. Hein. Voilà, c'est la première chaîne auquel tu participes depuis très longtemps. Ta détractrice te disait finalement, mais il y a un consensus scientifique que vous ne voulez pas voir. Et c'est marrant parce qu'on l'entend pour le climat, on l'a entendu pour le Covid, et on l'entend pour ça. Il y a apparemment un consensus scientifique sur tout, et nous serions les mauvais élèves ou les moutons noirs qui essayons de trouver des trucs. Enfin, c'est faramineux ça, d'entendre toujours pareil les mêmes bêtises, pardon, en disant si consensus, on peut pas se poser des questions, sinon on est trop con pour se les poser, quoi. Mais ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui est le b.a.-ba. De nouveau, on est analphabète au point de vue de la rhétorique médiatique et de la manipulation. Ça n'est enseigné à personne. Et j'ai vu comment ce qu'on appelle la pensée critique est enseignée même à un niveau universitaire dans certains contextes, notamment dans les écoles de business, c'est extrêmement primaire. Mais l'une des bases de la manipulation des masses consiste, et ça c'est depuis le début, depuis la prise d'assaut, par exemple, du système médical américain par l'industrie pharmaceutique au début du XXe siècle. Il y a un livre d'ailleurs qui explique ça très très bien, qui est le livre de Thierry Delestrade sur le jeûne, une nouvelle thérapie, où il montre comment on a pharmaceutisé l'ensemble du système médical américain par du lobbying. Le fond de ce lobbying et de la manipulation des masses à l'ère scientifique, à l'ère industrielle, consiste à dire nous avons un consensus d'experts. Donc, une opinion minoritaire, une opinion non fondée, devient l'opinion majoritaire à partir du moment où vous faites croire à la masse qu'il y a un consensus d'experts sur tel ou tel point. Et ça, c'est quelque chose que vous obtenez tout simplement par le matraquage. On a eu des illustrations éclatantes, rutilantes de bêtises et d'incompétences avec la pandémie. On avait des groupes d'experts, notamment ici en Suisse, on avait ce qu'on appelait une task force cooptée. On ne sait pas en quoi ces gens-là étaient experts, qui ont des énormes conflits d'intérêts avec l'industrie, qui donnaient des prescriptions au gouvernement qui n'étaient pas discutées, qui étaient suivies, avec un système médiatique qui ne posait pas de questions, qui se contentait de relayer. Et toutes ces prescriptions et toutes les anticipations et tous les pronostics se sont avérés complètement faux et erronés. Complètement, total. Personne n'a tiré la leçon et on continue sur tous les domaines, le climat, l'éducation des enfants, l'école, la stratégie. Est-ce que, quand vous... on bifurque juste un tout petit peu de sujet. Lorsque on entend les experts de plateau français commenter la guerre en Ukraine depuis 18 mois, normalement, l'Ukraine devrait avoir déjà occupé Moscou. Et on voit que c'est une débâcle complète. Et c'était une débâcle. Nous, on a publié, je ne sais pas, 60 articles sur la guerre en Ukraine depuis qu'elle a commencé dans l'Antipresse. Depuis le début, nous avons dit c'est une guerre où l'Ukraine sera broyée et n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Et les militaires, y compris français, que je connais, qui évidemment n'ont pas accès à ces plateaux, mais qui sont, à mon avis, majoritaires, je veux dire. Je ne parle pas des généraux de cour, des généraux de plaisance. Je parle des vrais militaires. Ils savent très bien de quoi il en retourne. Simplement, de nouveau, on a une expertocratie qui se cristallise autour d'une idée politiquement correcte, d'une pensée commune, très simple, très sommaire, fausse évidemment, et puis on élimine tout le reste. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les domaines. Une dernière question, il nous reste 2 minutes. Cher Slobodan Despot, d'ailleurs, tu es fondateur de l'Antipresse. Allez, chers amis de Tocsin, allez regarder ce que fait Slobodan. C'est vraiment un travail remarquable. Il faut soutenir Tocsin en faisant des tips et surtout allez voir Antipresse et abonnez-vous. Voilà, c'est très très important et c'est pour ça qu'on se serre les coudes aussi, au moins qu'on s'invite pour pouvoir avoir ces avis discordants en 2 minutes. C'est quoi l'objectif véritablement de ça? Tu nous as parlé d'OMS, tu nous as parlé de l'éducation sexuelle, d'idéologie. Quel est l'objectif derrière? S'il y en a un, si, j'imagine qu'il y en a un. Moi, je n'aime pas parler. Quand on essaie d'entrevoir des objectifs, on tombe de fait dans le conspirationnisme. Et moi, je suis élève de Zinoviev, d'Alexandre Zinoviev, qui regardait ça au plan structurel. À un moment donné, des systèmes sociaux, les sociétés commencent à déconner et à produire des toxines qui les désagrègent de l'intérieur. Cette société est en train de se suicider au plan démographique. On le voit d'ailleurs, je veux dire, les chiffres de démographie sont absolument évidents. Le meilleur moyen de se détruire au plan démographique, c'est
de détraquer sexuellement les générations à venir. Vous les détraquez. Entre parenthèses, il y a eu, et ça c'est un élément extrêmement intéressant, il y a eu une grande enquête en Grande-Bretagne sur l'influence de la pornographie sur les jeunes générations. Alors la pornographie, c'est je veux dire, expliquer à des enfants que la masturbation ou le fonctionnement des organes, leur montrer parce qu'on leur montre, même en France, il y a des sites qui sont faits pour montrer des positions sexuelles à des enfants. Quand on montre ces choses, la pornographie, je reviens là-dessus, l'enquête en Grande-Bretagne a démontré qu'une très grande partie des gosses, en âge préadolescent, 45% ou 50% ont déjà vu de la pornographie hardcore, donc du vrai gros porno, parce qu'on y accède comme on veut sur Internet. Et il se trouve que 45% des garçons en âge pubère pensent, n'ayant pas eu au fond de sexualité ou d'introduction à la sexualité par les émotions, mais uniquement par la mécanique, pensent que les filles s'attendent à être violentées lors du premier contact. Est-ce qu'on imagine ça? C'est une épouvante. Et ce qui détermine aussi ces programmes et cette pseudo-éducation sexuelle telle qu'on la voit, j'ai les documents sous les yeux, c'est la mécanisation complète. Il y a le côté amour, le côté érotisme, confiance, développement d'une relation. Découverte. Ça n'existe pas. C'est que de la mécanique et de la physiologie. C'est épouvantable. C'est la robotisation de l'espèce. Mais évidemment, l'avantage, si j'ose dire, l'avantage de ces programmes, c'est que les sociétés qui les appliquent, si elles en viennent à les appliquer, vont évidemment, par un principe darwinien, s'auto-éliminer et elles vont être remplacées par des sociétés qui rejettent ces programmes. C'est simple. Ben, en tout cas, merci beaucoup Slobodan Despot d'être venu ce matin avec nous sur Toxin Media. On rappelle, tu es le fondateur d'antipresse.net. Allez faire un tour sur Antipresse et idéalement abonnez-vous, bien entendu, et faites un combo pour ceux qui peuvent donner à Toxin Tip et bien sûr abonnez-vous à Antipresse. Merci Slobodan, je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir répondu à mes questions.